Bonjour à tous, je suis Bertrand Dupont du service Légilocal. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle webconférence. Juste au préalable, je vais vous informer que nous avons eu un souci technique qui fait que la présentation sera revue. Donc je vais vous présenter ce que nous avons actuellement, mais je vous indique que lorsque nous vous transmettrons la présentation, celle-ci sera revue. Donc avant de commencer, je vais vous présenter Légilocal. Donc c'est notre service Légilocal, voilà ça là, qui a deux objectifs: mutualiser les expertises et sécuriser les décisions juridiques des cadres territoriaux et des élus locaux. Vous pouvez retrouver notamment sur notre site internet legilocal.fr les différents services que nous vous proposons, nos services gratuits, l'espace collaboratif, la base mutualisée et le fronton numérique, et nos services premium, notamment l'assistance juridique. Ce mois-ci, nous vous proposons d'analyser l'état d'urgence, c'est-à-dire précisément la loi sur l'état d'urgence, décryptée, notamment pour pouvoir voir quels sont les pouvoirs qui ont été distribués à quelles autorités et quels impacts cela a sur les collectivités territoriales. En effet, suite à la suite des attentats perpétrés à Paris et en Petite Couronne le 13 novembre dernier, le président de la République a déclaré l'état d'urgence. Plusieurs décrets ont été adoptés les 14 et 18 novembre 2015 pour déterminer les champs d'application géographiques et matériels de l'état d'urgence. Il est ainsi applicable sur le territoire métropolitain, en Corse et sur le territoire de certaines collectivités d'outre-mer, à l'exception de celles présentes dans le Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna, et également des terres australes et antarctiques françaises. Applicable durant 12 jours à la suite de l'adoption des décrets, l'état d'urgence a été prorogé par la loi du 20 novembre 2015 pour 3 mois, soit jusqu'au 26 février prochain. Cette loi a également eu pour objet de modifier parfois profondément les pouvoirs octroyés à l'exécutif. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'état d'urgence? L'état d'urgence est une adaptation du principe de légalité à certaines circonstances. Qu'entend-on par principe de légalité? Il s'agit du principe de la soumission de l'administration et des gouvernants au droit et à l'obéissance aux règles juridiques. Ce principe caractérise l'état de droit et le différencie en même temps de l'état de police dans lequel l'administration et les gouvernants sont au-dessus du droit et des lois. Cependant, un état de droit peut prévoir des adaptations à des circonstances qualifiées d'exceptionnelles. En France, deux adaptations ont été définies par le pouvoir législatif: l'état de siège et l'état d'urgence. Ce dernier a été défini par la loi du 3 avril 1955, initialement pour faire face aux événements liés à l'indépendance de l'Algérie. Ces deux adaptations ont pour objet d'étendre les pouvoirs de l'exécutif afin de permettre à l'administration d'adopter les mesures imposées par la situation exceptionnelle. Cette extension des compétences de l'administration résulte d'un transfert de pouvoir relevant en temps normal et pour la plupart du pouvoir judiciaire. Les circonstances exceptionnelles à l'occasion desquelles l'état d'urgence peut être déclaré sont soit le cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit le cas d'événements présentant par leur nature ou leur gravité le caractère de calamité publique. Les décrets adoptés en novembre ne précisent pas quelles circonstances relèvent la situation actuelle. Quoi qu'il en soit, l'état d'urgence n'est qu'une adaptation de l'état de droit et non le rétablissement de l'état de police, l'administration demeurant soumise à l'obéissance au droit
et au contrôle du juge. Celui-ci peut, par exemple, et s'il est saisi, se prononcer sur l'adoption même de l'état d'urgence. Il exercera son contrôle au vu de la réalité de la situation exceptionnelle, du fait que l'administration ait été dans l'impossibilité d'agir conformément aux règles de droit normalement applicables, et que l'intérêt à sauvegarder est suffisamment important pour justifier l'inobservation de ces règles normales. Aussi, je vous propose de brosser dans un premier temps les principales compétences que la déclaration de l'état d'urgence confie au pouvoir exécutif, national comme local, et notamment celles issues des modifications introduites par la loi du 20 novembre 2015. Pour rappel, les collectivités territoriales adoptent, sauf exception, des dispositions réglementaires et non législatives et relèvent donc du pouvoir exécutif. Puis, de faire un point sur les impacts de cet état de droit particulier dans les communes. Concernant les compétences de l'administration, dans le cadre de la situation juridique actuelle d'état d'urgence, la particularité réside dans le fait qu'elles ont évolué durant la période même de l'état d'urgence. En effet, les pouvoirs de l'exécutif s'appuyaient sur les dispositions de la loi de 1955 en vigueur au moment de la déclaration de l'état d'urgence, avant d'être modifiées par l'intervention du législateur. Voyons donc quels étaient les principaux pouvoirs de l'administration lors de la déclaration de l'état d'urgence dans un premier temps, pour mieux apprécier dans un second temps leurs modifications introduites par la loi du 20 novembre 2015. Lorsqu'il a été déclaré déclaré l'état d'urgence, le président de la République a appliqué les dispositions de la loi du 3 avril 1955, alors en vigueur. Voyons quelles étaient les compétences que l'exécutif pouvait alors obtenir au terme de cette loi. Toutefois, nous allons le voir en constatant également que l'extension des pouvoirs de l'exécutif s'est faite de manière progressive, tant matériellement que géographiquement. En effet, ce sont 5 décrets qui ont été pris pour procéder à la déclaration de l'état d'urgence. Et chacun de ces décrets ont défini puis étendu les circonscriptions et les zones où l'état d'urgence était applicable, d'une part, et accru les dispositions d'état d'urgence mises en œuvre, donnant ainsi de plus en plus de compétences au pouvoir exécutif. Ainsi, le premier décret, adopté le 14 novembre 2015 et numéroté 2015-1475, stipulait que l'état d'urgence entrait en vigueur à l'intérieur d'une circonscription constituée du territoire métropolitain et de la Corse. En termes de compétences, le président de la République avait décidé que serait confié au ministre de l'Intérieur pour l'ensemble du territoire où était institué l'état d'urgence et au préfet dans son département, le pouvoir d'ordonner des perquisitions dites administratives, de jour comme de nuit. Et au seul préfet, les pouvoirs d'interdire la circulation des personnes et des véhicules, d'instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé, d'interdire le séjour dans tout ou partie de son département à toute personne cherchant à entraver l'action des pouvoirs publics. S'agissant des perquisitions administratives, les autorités ne pouvaient les ordonner qu'au domicile des personnes soupçonnées. On verra plus tard l'importance des modifications apportées dans ce domaine par la loi du 20 novembre 2015. Le deuxième décret, adopté le même jour et numéroté 2015-1476, avait déterminé la zone où l'état d'urgence recevait application, conformément à l'article 2 de la loi de 55. Cette zone se limitait aux communes de la région Île-de-France. Avec ce décret, le président de la République a étendu par ailleurs les pouvoirs de l'administration en confiant au seul ministre de l'Intérieur le pouvoir d'assigner à résidence
au minimum dans une localité déterminée, toute personne résidant en Île-de-France et dont l'activité s'avérerait dangereuse pour la sécurité et l'ordre public en Île-de-France. Toujours au ministre, le pouvoir d'ordonner en Île-de-France également, la remise d'armes de ce qui était alors les premières, quatrième et cinquième catégories ainsi que leurs munitions. Au ministre de l'Intérieur pour l'ensemble du territoire où était institué l'état d'urgence et au préfet dans son département, le président de la République avait confié le pouvoir d'ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et autres lieux de réunion de toute nature en Île-de-France, et le pouvoir d'interdire les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre. Au terme de ces deux décrets, on constate qu'il y avait deux niveaux d'état d'urgence, déterminés en fonction de deux aires géographiques distinctes. Arrêtons-nous un instant sur ces deux aires pour comprendre ce qui les distingue. La circonscription est la partie du territoire de la République où l'état d'urgence entre en vigueur. La zone est une partie de cette circonscription où l'état d'urgence s'applique. Aussi, les pouvoirs que le président de la République avait confiés à l'administration en vertu de la loi du 3 avril 1955 ne pouvaient finalement être exercés que dans la région Île-de-France. Toutefois, un troisième décret, adopté lui aussi le 14 novembre et numéroté 2015-1478, est venu modifier la zone d'application de l'état d'urgence déterminée par le deuxième décret. Le président de la République a, par ce troisième décret, étendu cette zone à l'ensemble du territoire métropolitain et de la Corse. En outre, il a également étendu les pouvoirs de l'administration en confiant à l'exécutif, toujours en vertu des dispositions de la loi, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1938, cette fois-ci, loi qui porte organisation générale de la nation en temps de guerre, donc les pouvoirs de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité juridique et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population, et le pouvoir de décider de la mobilisation générale. Enfin, un quatrième et un cinquième décret ont été adoptés le 18 novembre dernier. Par le premier décret, numéroté 2015-1493, le président de la République décidait que l'état d'urgence entrait en vigueur à l'intérieur d'une circonscription constituée de certains territoires d'outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Martinique, etc. Et confié au ministre de l'Intérieur pour l'ensemble du territoire où il était institué et au préfet dans son département, le pouvoir d'ordonner des perquisitions administratives de jour et de nuit au domicile des personnes soupçonnées. Par le second décret, numéroté 2015-1494, le président de la République y déterminait la zone où l'état d'urgence recevait application, recouvrant les territoires d'outre-mer où l'état d'urgence donc entrait en vigueur, et confiait à l'administration l'ensemble des pouvoirs qu'elle pouvait déjà mobiliser sur le territoire métropolitain et de la Corse, assignation à résidence, etc. Avec ces décrets, le déclarant, l'état d'urgence était applicable durant 12 jours. Pour obtenir sa prorogation, l'exécutif devait obtenir une autorisation du législateur. Cette autorisation fut obtenue par l'adoption de la loi du 20 novembre 2015. Toutefois, ce ne fut pas le seul objet de cette loi. En effet, la loi du 20 novembre 2015 a également apporté des modifications à la loi de 1955 qui sont désormais en vigueur dans le cadre de l'état d'urgence prorogé. Parmi les principales modifications, certaines sont plus importantes que d'autres parmi toutes ces modifications. Voyons donc les principales modifications de l'état d'urgence retenues par les législateurs le 20 novembre dernier et qui sont applicables durant les 3 mois de sa prorogation. Tout d'abord, un nouvel article a été ajouté à la loi de 1955. Il s'agit de l'article 4-1. Cet article introduit une information parlementaire sur les mesures prises par le pouvoir exécutif. Constitue-t-il un début de contrôle de l'exécutif par le pouvoir législatif durant l'état d'urgence? Possible. Quoi qu'il en soit,
la commission des lois de l'Assemblée nationale, chargée avec celle du Sénat de réceptionner ces informations, entend tirer profit au maximum de cette nouvelle disposition. En effet, elle souhaite mettre en place un suivi en temps réel des mesures prises par le gouvernement. Ainsi, elle compte solliciter 3 sources d'informations. Tout d'abord, les 397 délégués territoriaux du Défenseur des Droits qui, répartis sur le territoire de la République, peuvent recueillir les réclamations sur les atteintes aux droits de l'homme. Ensuite, les associations membres de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et troisième et dernière source, un réseau de correspondants au sein de l'administration elle-même. Au sein de l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale, l'Inspection générale de la gendarmerie nationale, on peut retrouver également le procureur de la République de Paris, le Conseil des droits, le Conseil d'État, et le Défenseur des droits. Ensuite, c'est l'article 6 de la loi de 1955 qui a été réécrit par la loi du 20 novembre 2015. Cette modification a abouti à un accroissement des compétences de l'exécutif dans le cadre de l'assignation à résidence, ainsi qu'à un renforcement des mesures contraignantes s'imposant à l'assigné à résidence. L'accroissement des compétences du ministre de l'Intérieur porte sur le plan matériel et géographique de l'assignation à résidence, mais aussi sur de nouveaux pouvoirs conférés par le législateur. Sur le plan matériel tout d'abord. Auparavant, l'assignation à résidence ne pouvait être décidée, on l'a vu, que si la seule activité d'une personne était dangereuse pour la sécurité et l'ordre public. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur peut décider d'assigner une personne à résidence s'il a des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Il ne s'agit donc plus de s'appuyer sur les agissements d'une personne, mais sur les soupçons que le ministre peut avoir pour décider de l'assignation à résidence. Il est possible de s'interroger sur l'opportunité de ce renforcement matériel dans la mesure où la loi de 1955 avait été adoptée pour faire face aux événements en Algérie, sans aucun doute plus dangereux au vu du nombre de personnes tuées, blessées et mobilisées pour faire face à la situation actuelle de la France. Sur le plan géographique, l'assignation à résidence était auparavant définie dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée. L'assigné à résidence pouvait donc juridiquement se déplacer au sein de ce secteur géographique. Avec la loi du 20 novembre, le législateur a abandonné cette limite au pouvoir exécutif pour permettre désormais au ministre de l'Intérieur de fixer le lieu de résidence de l'assigné, et ce, où bon lui semble. Il peut également choisir de l'astreindre à demeurer dans un lieu d'habitation qu'il choisira, et ce, durant au maximum 12 heures sur 24. D'autre part, les mesures contraignantes s'imposant à l'assigné à résidence ont été renforcées. Ainsi, le ministre de l'Intérieur peut lui prescrire de se présenter périodiquement aux forces de l'ordre, au maximum 3 fois par jour, y compris dimanche et jours fériés ou chômés. De remettre son passeport ou tout document d'identité en échange d'un récépissé lui permettant de justifier son identité. D'interdire de se retrouver en relation avec des personnes nommément désignées et dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité ou l'ordre public. Et il peut décider, le ministre également, du placement de l'assigné à résidence sous surveillance électronique mobile, c'est-à-dire de le placer sous la contrainte d'un bracelet électronique, à condition toutefois que l'assigné à résidence, d'une part, ait été condamné à une peine de prison pour crime ou délit qualifié d'acte de terrorisme, d'autre part, ait purgé sa peine depuis au moins 8 ans, et enfin, soit d'accord. En échange du port du bracelet électronique,
le ministre de l'Intérieur ne peut imposer à l'assigné de demeurer dans un lieu d'habitation que le ministre aurait choisi et de se présenter périodiquement aux forces de l'ordre. Le ministre peut toutefois mettre fin à ce placement sous surveillance électronique mobile à tout moment. Il existe un doute sur la constitutionnalité de ce point, le bracelet électronique, notamment dans son rapport à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous lis l'article 9 de la Déclaration. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. C'est ici un rappel de l'habeas corpus qui, pour faire simple, émet comme principe le fait qu'il faut un jugement pour apposer une peine de prison à un homme. Le président de la commission des lois du Sénat avait demandé que le gouvernement saisisse le Conseil constitutionnel pour que ce doute soit évacué. Cependant, le Premier ministre n'a pas donné suite à cette requête en assumant le risque d'inconstitutionnalité. Toutefois, les assignés à résidence ne sont pas sans recours. En effet, à l'appui d'une action indemnitaire ou en annulation de la décision administrative prononçant l'assignation à résidence, un assigné pourrait introduire une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, qui permettrait au Conseil constitutionnel de se déterminer et de déterminer la constitutionnalité du placement sous surveillance électronique mobile. Autre élément important de la loi du 20 novembre, un article 6-1 est créé et introduit la possibilité pour l'exécutif de dissoudre, durant l'état d'urgence, une association ou un groupement de personnes. Toutefois, cette dissolution n'est possible que sur la base d'une nouvelle justification. En effet, l'état d'urgence n'a pas vocation à empêcher les dissolutions qui peuvent se faire actuellement, que ce soit sous l'état d'urgence ou en période normale, sur la base de l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, qui est donc la disposition de droit commun applicable pour la dissolution des associations. Au contraire, la nouvelle motivation complète cet arsenal juridique. Ainsi, les associations peuvent être dissoutes lorsqu'elles participent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent. De plus, en termes de forme, les dissolutions de cet article 6-1 sont adoptées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, c'est-à-dire par décret pris en Conseil des ministres. Par ailleurs, le législateur a pris la précaution d'affirmer dans cet article 6-1 que les dissolutions d'associations approuvées perdurent au-delà de l'état d'urgence. Enfin, ce nouvel article renvoie aux dispositions du livre 8 du Code de la sécurité intérieure qui permettent d'autoriser les services de renseignement de recourir aux techniques de renseignement qui sont décrites. Ce renvoi est un point important puisqu'il constitue en fait une référence à l'importante loi sur le renseignement qui a été adoptée cet été par le Parlement et qui a créé ce livre 8 du Code de la sécurité intérieure. Avec la loi du 20 novembre, le législateur a entièrement revu le fond de l'article 11 de la loi de 1955. 2 points sont à retenir. L'objet de l'article est partiellement revu, mais sur un élément important. En effet, le législateur a abrogé la possibilité d'habiliter le ministre de l'Intérieur et le préfet à prendre des mesures de contrôle de la presse et des médias. Cet article ne porte donc plus que sur la possibilité de conférer le pouvoir d'ordonner des perquisitions administratives. À ce sujet, et c'est ici le second point à retenir, le législateur apporte des modifications importantes. Elles sont au nombre de 3. Tout d'abord,
sur le plan géographique, puisque dans les zones où l'état d'urgence est appliqué, les perquisitions administratives sont possibles en tout lieu, alors qu'auparavant, elles n'étaient possibles qu'au domicile des personnes visées. Le législateur a toutefois introduit dans la loi de 1955 une liste d'exceptions à l'extension de ce champ géographique des perquisitions administratives, liste qui n'existait pas auparavant. En effet, sont exclus de ce champ d'application les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, magistrats ou journalistes. On peut également rattacher à cet aspect, à ce plan géographique, l'introduction de la possibilité pour les forces de l'ordre d'accéder à l'occasion des perquisitions administratives aux données stockées dans un système ou un équipement informatique, dans la mesure où cette nouvelle disposition légale porte sur l'espace numérique. Cette compétence est présentée par le gouvernement comme une adaptation de la loi de 1955 à des dispositifs n'existant pas lors de l'adoption de cette loi. Deuxième point, le législateur a introduit un début d'encadrement des perquisitions administratives. Ici, 3 choses sont à retenir. La décision ordonnant la perquisition doit en préciser le lieu et le moment. Le procureur de la République territorialement compétent doit être informé de la décision et ce sans délai. Enfin, la perquisition administrative doit être conduite par un officier de police judiciaire territorialement compétent et ne peut se dérouler qu'en présence de l'occupant du lieu perquisitionné ou à défaut, en présence de ce représentant, un avocat, ou de 2 témoins. Enfin, avec la loi du 20 novembre 2015, le législateur a inséré dans la loi de 1955 la possibilité pour le ministre de l'Intérieur de prendre, durant l'état d'urgence, toute mesure pour assurer l'interruption de services de communication au public en ligne, c'est-à-dire de réseaux sociaux, sur lesquels on pourrait retrouver des messages incitant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. Dernière adaptation principale issue de la loi du 20 novembre, un nouvel article 14-1 est inséré dans la loi de 1955. Cette introduction est fondamentale à 2 titres. Le premier, parce que cet article 14-1 confirme que l'état d'urgence est un état de droit et non un état de police. En effet, l'état d'urgence a un juge qui a pour mission de faire respecter la soumission des mesures adoptées par l'exécutif au droit, c'est-à-dire la loi de 1955. Le second, parce que cet article reconnaît le juge administratif comme le juge de l'état d'urgence. C'était déjà le cas auparavant, mais cette reconnaissance vaut consécration du rôle du juge administratif. Il est même possible de reconnaître qu'avec cette mesure, le juge administratif devient une partie intégrante du pouvoir judiciaire et plus seulement un élément du pouvoir exécutif, ce qu'il était alors. Qu'elles aient été prises avant ou après le 20 novembre 2015, toutes les dispositions que nous venons de voir concernent un renforcement de l'exécutif national. À ce jour, l'état d'urgence ne produit pas une extension des pouvoirs des collectivités locales. Cela ne signifie pas pour autant que les collectivités territoriales n'ont pas un rôle à tenir. Car si l'état d'urgence n'a pas d'incidence juridique sur les collectivités territoriales, il peut avoir un impact pratique sur les maires par le biais de leur pouvoir de police municipale. Ainsi, les maires ont été invités à prendre des mesures d'adaptation à la situation ayant conduit à la déclaration d'état d'urgence. Mais ces adaptations, comme l'armement de la police municipale, peuvent, selon les circonstances, conduire à la mise en cause de la responsabilité de la commune en justice, responsabilité qui peut avoir un impact sur ses finances et qu'il conviendra de budgétiser. Aucune disposition de la loi de 1955 ne produit d'effet sur les pouvoirs de police du maire. Cependant,
De par la compétence de police municipale, qui peut toujours être exercée durant l'état d'urgence, et aux agents placés sous sa responsabilité, le maire contribue au maintien de l'ordre public en assurant le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. De ce fait, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet d'organiser des réunions avec les maires afin de leur expliquer les conséquences de la mise en œuvre de l'état d'urgence sur le territoire et de les mobiliser. Ces réunions se sont tenues dans le courant du mois de novembre. La mobilisation des maires, voulue par le ministre de l'Intérieur, a pris la forme de plusieurs invitations émises par le ministre ou les préfets, avec pour objectif que les maires adaptent l'exercice de leur pouvoir de police à la situation. La première invitation émane du ministre lui-même. Il a en effet souhaité que les maires fassent remonter l'ensemble des interrogations et des besoins qui s'expriment sur les territoires concernant l'adaptation du dispositif de sécurité. Les autres invitations, quant à elles, ont été émises localement par les préfets. À ce titre, nous pouvons retenir la demande du préfet du Haut-Rhin au maire de son département. Cette demande porte sur l'établissement d'une bonne communication. En effet, ayant choisi de ne pas interdire les événements à caractère associatif, sportif ou commercial dans son département, le préfet du Haut-Rhin a demandé au maire de l'informer de leur tenue et de faire remonter aux forces de l'ordre tous les incidents dont ils pourraient avoir connaissance. Nous pouvons également retenir les indications données par le préfet du Tarn-et-Garonne au maire de son département. Ainsi, il les appelle à prendre des mesures adaptées pour garantir la sécurité des manifestations ou rassemblements organisés dans leur commune. Il leur rappelle également les postures qu'ils peuvent adopter dans le cadre du plan Vigipirate. En effet, depuis 2014, les collectivités ont plus de responsabilités dans la protection contre le terrorisme, le plan Vigipirate ayant été rénové à cette fin. Dans ce cadre, le préfet du Tarn-et-Garonne invite les maires à sécuriser les abords des établissements scolaires, en procédant par exemple à des interdictions de stationnement à leurs abords. Il les invite également à faire adopter aux agents de police municipale une vigilance générale et à leur faire des gardes dynamiques, des patrouilles, plutôt que statiques, de la surveillance. Conformément à l'article L 2212-1 du Code général des collectivités territoriales, l'ensemble des mesures que pourront prendre les maires se feront sous le contrôle administratif du préfet. À titre de rappel, l'organisation des polices en France, dont la police municipale, est placée sous l'autorité du Premier ministre au niveau national et du préfet au niveau départemental. Ces autorités sont donc les autorités supérieures du maire en termes de police. À ce titre, rappelons qu'en vertu de l'arrêt du Conseil d'État Labonne du 8 août 1919, lorsque les autorités nationales adoptent des mesures de police, le maire ne peut qu'aggraver la réglementation prise. Il ne peut pas l'alléger. Enfin, diverses mesures pratiques avaient été annoncées en début d'année à la suite des attentats de janvier. Ces mesures portaient notamment sur l'équipement des agents de police municipale. Le ministre de l'Intérieur avait ainsi décidé de contribuer, que l'État contribuerait au financement de l'acquisition de gilets pare-balles par les communes à hauteur de la moitié de leur coût. Il souhaitait également que l'interopérabilité des réseaux de communication entre les forces de l'ordre nationales et les polices municipales soit généralisée. Enfin, il souhaitait également que l'accès à certains fichiers, immatriculation, permis de conduire, véhicules volés, soit ouvert aux agents de police municipale. Toutefois, la principale mesure alors annoncée concernait l'armement des polices municipales. L'exécutif national avait décidé en janvier 2015 que 4000 revolvers de la police nationale seraient mis à disposition des maires souhaitant armer leur police municipale.
À l'occasion du congrès des maires de la mi-novembre, le président de la République a rappelé cet engagement à l'attention des pouvoirs publics locaux. Cependant, l'armement des agents de police municipale, avec ou sans les armes mises à disposition de l'État, doit être réalisé en suivant les règles de droit normalement applicables, malgré le fait que nous soyons sous une période d'état d'urgence. Ainsi, chaque agent de police municipale devra obtenir une autorisation de port d'armes prévue à l'article L 511-5 du Code de la sécurité intérieure, autorisation délivrée par le préfet de département. Pour rappel, les autorisations des policiers municipaux ne peuvent être obtenues que si une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État est conclue entre le maire et le préfet, après avis du procureur de la République. C'est une disposition qui est prévue à l'article L 512-4 du Code de la sécurité intérieure. Cet armement de la police municipale n'est pas sans conséquence pour les communes. De son éventuel usage, la commune pourrait voir sa responsabilité engagée. Il existe en effet une jurisprudence constante encadrant l'usage de l'armement des forces de l'ordre qui s'applique en temps normal comme durant l'état d'urgence. Cette jurisprudence émane du juge administratif. Elle est appliquée à l'administration nationale. Mais du fait de l'armement des polices municipales, de leur entreposage et du stockage de leurs munitions par les communes, cette jurisprudence est transposable aux communes. De ce fait, il y a lieu pour les communes de prévoir dans leur budget des crédits pour couvrir les contentieux et les éventuelles condamnations liées à l'utilisation de leur armement par les polices municipales. Voyons d'abord la jurisprudence applicable à l'usage des armes par les forces de l'ordre. C'est une jurisprudence particulière. Elle a été définie par le juge administratif parce que c'est à lui qu'appartient la charge de juger l'administration et des agissements de ses agents durant leur service. Ainsi, lorsqu'un agent public est l'auteur d'une faute dans le cadre de son service, il en est personnellement irresponsable, et c'est l'administration qui supportera donc les conséquences de la faute. Seul le cas de la faute personnelle de l'agent peut permettre que la responsabilité de l'administration ne soit pas engagée. Pour les armes à feu, la responsabilité d'un agent fut ainsi retenue pour la blessure mortelle qu'il avait pu porter à un enfant en faisant feu sur lui par maladresse, après l'avoir mis en joue pour l'éloigner d'une poudrière dont il avait la garde. C'est un point que nous retrouvons dans une décision du tribunal des conflits de 1937, consort Cornu. On déduit donc que pour mettre en cause la responsabilité de l'administration, l'existence d'une faute semble nécessaire. Or, des cas de responsabilité sans faute ont été déterminés par le juge administratif, aboutissant à la mise en cause de l'administration et à la prise en charge des dommages subis par la victime des actions des agents de l'administration par celle-ci. C'est le cas des armes qui peuvent être employées par les agents de l'administration, les policiers municipaux par exemple. C'est d'ailleurs l'emploi d'armes à feu qui a donné l'occasion au Conseil d'État d'inaugurer la jurisprudence en matière de responsabilité sans faute, qui s'est depuis développée dans de nombreux autres domaines. En effet, c'est à l'occasion de son arrêt du 28 mars 1919 Regnault-Desrosiers, relatif à l'explosion d'une munition de guerre, que le Conseil d'État a considéré que les armes à feu et leurs munitions étaient des choses dangereuses, impliquant un risque spécial. Cette nature de choses dangereuses et le risque qui y est lié ont permis au juge d'engager la responsabilité de l'administration sans qu'une faute ne soit commise. S'agissant des armes à feu de la police, le Conseil d'État a considéré que leur usage pouvait être à l'origine d'une responsabilité sans faute de l'administration dans ces deux arrêts d'assemblée du 24 juin 1949, Lecomte d'une part
et Franquette et Daramy d'autre part, parce que ces armes comportent des risques exceptionnels pour les personnes et pour les biens. Par ailleurs, le juge administratif ne fait pas de distinction selon la puissance de l'arme à feu en cause. Toutes les armes, que ce soit de simples revolvers ou des fusils d'assaut, sont considérées comme étant des choses dangereuses, constituant des sources de responsabilité sans faute pour l'administration. A contrario, matraques et grenades lacrymogènes n'ont pas été jugées comme étant des armes dont l'usage pouvait engager la responsabilité sans faute de l'administration. On retrouve cette décision, ce point, dans un arrêt du Conseil d'État de 1956, époux Domenech. Toutefois, pour l'application de ce régime de responsabilité sans faute, le juge administratif a apporté une nuance. En effet, il a choisi de distinguer selon que la victime de l'usage de l'arme à feu par un agent de l'administration était ou non visée par l'opération de police. Cette nuance a été introduite par le Conseil d'État dans son arrêt de section du 27 juillet 1951, Dame Auberger et Dumont. Dans cette affaire, parce que la victime des coups de feu d'un CRS était visée par l'opération de police, le juge administratif a estimé qu'une faute devait avoir été commise pour engager la responsabilité de l'administration. Il a d'ailleurs estimé qu'une simple faute était suffisante pour cela. Ainsi, dans l'affaire Dame Auberger et Dumont, le simple fait que le barrage de police n'était pas suffisamment signalé a permis d'engager la responsabilité de l'administration pour faute. Au terme de cet état de la jurisprudence du juge administratif, on peut mieux comprendre l'importance de la décision du maire d'armer la police municipale de sa commune avec des armes à feu, sur le plan juridique. Or, ces arrêts ont eu pour conséquence l'engagement des finances de l'administration pour indemniser la victime des coups de feu. Aussi, il y a lieu pour les élus et leurs directeurs généraux de prendre la précaution de prévoir des crédits dans leur budget permettant l'indemnisation des victimes d'armes à feu et de par leur police municipale. Sur ce dernier point nous permet de conclure sur le fait que l'état d'urgence est un état d'exception. Il n'emporte mais que s'il est un état d'exception, il n'en demeure pas moins un état de droit. En effet, la soumission de l'administration et des gouvernants est maintenue, notamment par le rôle central que le juge administratif continue d'avoir. Pour les autorités de l'État, cela apparaît avec la reconnaissance du rôle du juge administratif dans la loi du 20 novembre dernier. Pour les autorités locales, cela apparaît avec l'application de la jurisprudence sur l'usage des armes à feu aux maires et à ces agents de police municipale. On peut regretter que le Premier ministre ne soit pas allé au bout de la démarche intellectuelle que constitue l'état de droit, démarche adoptée par la France en 1789, en refusant de soumettre au Conseil constitutionnel le problème de constitutionnalité de la décision d'ordonner le port de bracelets électroniques dans le cadre de l'état d'urgence. En effet, l'état de droit est ce qui différencie la France des auteurs des attentats de Paris, car ceux-ci souhaitent établir un état de police et théocratique où l'arbitraire serait la seule règle. Toutefois, il y a lieu de retenir que la veille des attentats, le Premier ministre a signé une instruction interministérielle portant réorganisation des dispositifs de prise en charge des victimes d'actes de terrorisme le 12 novembre. Donc, instruction qui n'a pas fait l'objet d'une grande médiatisation, mais qui prouve malgré tout que les autorités nationales avaient pris la mesure de la menace que constitue le terrorisme depuis le mois de janvier 2015. J'en ai fini avec cette présentation de l'état d'urgence. Je vous propose désormais que vous puissiez me communiquer vos questions. Toutefois, avant de commencer cette phase de questions-réponses, je tiens juste à vous préciser que j'y répondrai dans la mesure du possible, mais que si je n'ai pas de réponse immédiate à vous apporter,
Je vous propose de vous répondre plus tard, les questions étant renseignées, dans la journée ou dans la semaine, pour pouvoir vous apporter les réponses aux questions que vous vous posez. Nous pouvons désormais donc passer aux phases de questions. J'attends vos questions. Oui, c'est fait. Alors s'il n'y a pas de questions, bah, écoutez, moi je vous propose de me les communiquer par mail. Je sais pas quel. Par le biais de, alors effectivement, par le biais de Légilocale, vous pourriez me communiquer vos questions si vous n'en avez pas tout de suite. N'hésitez pas à le faire en tout état de cause, en tout cas, à venir voir notre site internet legilocale.fr pour poser les questions si vous en avez, et puis écoutez aussi également pour venir voir euh, les offres que nous proposons sur notre site internet. Bah, écoutez, n'ayant pas de questions, pardon, bah, je tiens à vous remercier en tout cas pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une prochaine webconférence. Je vous remercie, merci à tous et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année en espérant qu'elles soient bonnes pour vous et pour nous tous. À bientôt.